Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire d'un des rappeurs les plus connus de New York. Je parle bien sûr de Jay-Z. Alors avant que la vidéo commence, je suis parfaitement au courant de ce qui se passe en ce moment, voilà, avec donc Diddy. D'ailleurs j'en parlerai vraiment plus sur la fin, vraiment la toute fin de la vidéo. Mais je sais bien qu'il y a plein d'accusations sur le fait que Jay-Z est dans cette histoire-là. Alors actuellement, Jay-Z n'est pas coupable, il n'a pas été arrêté par le FBI, il n'a pas été arrêté par la police. Voilà, donc pour le moment, c'est un homme libre, il a absolument rien fait. Pour le moment, bien sûr, je tiens quand même à l'expliquer. Après, si bien sûr il se fait arrêter, ça restera une grosse merde. Voilà, si vraiment il est dans le coup, si vraiment il est dans les affaires de Diddy, etc., ou même dans quelques années s'il se fait arrêter, voilà, je tiens tout de suite à dire, s'il est vraiment coupable, à ce moment-là, ça restera une grosse merde, faut dire les termes. Voilà, mais jusqu'à présent, il n'y a que des suspicions. Voilà, cette vidéo là ça fait quand même un long moment que je travaille dessus. Je voulais vraiment faire Jay-Z et bon, il y a plein de trucs qui sont en train d'arriver et je me suis quand même dit que je voulais absolument faire cette vidéo là parce que voilà, c'est un rappeur avec lequel j'ai grandi. Voilà, et encore une fois ce n'est que des on-dit, etc. C'est beaucoup les gens sur internet qui parlent, etc. Après, encore une fois, s'il se fait arrêter, à ce moment-là, bah, ça sera quand même assez chaud, mais bon, dans l'histoire, j'aimerais quand même faire, donc, enfin, dans cette vidéo-là, j'aimerais donc faire son histoire à Jay-Z, parce que c'est un rappeur très intéressant quand même, voilà, dans l'ensemble, c'est quand même un mec qui a quand même fait, construit quand même des grosses entreprises, etc. Et vous verrez au fur et à mesure de la vidéo, vraiment, le mec est un show businessman à crever sur beaucoup de choses. Voilà, un excellent rappeur, donc voilà, et c'est un gars avec lequel j'ai vraiment grandi. Et voilà, bref, on est parti donc pour l'histoire de Jay-Z. De son vrai nom, Sean Carter est né le 4 décembre 1969 dans l'arrondissement de Brooklyn à New York. Il grandit à Mercy House dans le quartier de Bedford-Stuyvesant. J'espère que j'ai bon là-dessus. Son père s'appelle Adnis Reef et a abandonné la famille, voilà, tranquillement. Il s'est barré, il a été chercher du lait, il n'est jamais revenu. Jay-Z et donc ses trois frères et sœurs aînés ont été élevés par sa mère Gloria Carter. Reeve a donc ensuite rencontré et s'est réconcilié avec Jay-Z quelques années plus tard, avant sa mort en 2003. Il connaît une enfance difficile dans le quartier de Brooklyn et commence vers ses 12 ans, voilà, donc à faire pas mal de conneries. Il tire aussi sur l'épaule de son frère aîné pour lui avoir volé ses bijoux et commence à dealer vers l'âge de 12 ans, voilà, vers ces alentours-là. Et donc il se lie aussi d'amitié avec l'un de ses camarades de classe, Chris Wallace, devenu plus tard le rappeur Notorious Biggie. Bref, Biggie, j'ai déjà fait son histoire, grosse peinture du rap US que je conseille fortement d'aller checker. Jay-Z et son frère donc fréquentent le lycée Ellie Whitney et le lycée George Westinghouse, Career and Technical Education, tous deux à Brooklyn, puis le lycée Trenton Central à Trenton, donc dans le New Jersey. Il n'a pas obtenu son diplôme, abandonnant ses études pendant donc sa deuxième année au lycée Trenton Central. Selon ses interviews et ses paroles, il vendait du crack, de ce qu'on sait, mais pas en solo avec son pote, qui lui eh bien, est un ancien ami. Donc voilà, il a été condamné à la prison pour possession de drogue et d'armes, connu sous le nom de Jay-Z dans le quartier. Il a ensuite adopté le nom de scène Jay-Z, voilà, J avec un Z à la fin. Avant c'était G-A-Z-Z-Y. Donc voilà, en hommage à son mentor Jaz-O, qui est rappeur lui aussi et vient aussi de Brooklyn. Donc il révèle également s'être fait tirer dessus à 3 reprises dans sa vie quand il vendait du crack dans la rue, voilà, dans les rues de Brooklyn. Selon sa mère, Carter jouait avec ses frères et sœurs pendant donc faire des percussions sur la table de leur cuisine. Pendant la nuit, voilà, finalement, eh bien, elle lui a acheté une radio cassette pour son anniversaire et donc catalysant ainsi eh bien, sa passion pour la musique, et il se lance dans les freestyles, écrit ses propres paroles et tente d'imiter eh bien, les artistes de l'époque. Jay-Z, il commence sa carrière vers 1980
sur plusieurs des premiers enregistrements de Jazzu. Voilà, donc on les verra souvent ensemble, sauf après quand il va percer. Assez dommage à ce niveau-là d'ailleurs. Et donc à la fin des années 80 et au début donc des années 90, 90, il apparaît souvent aux côtés de Jazzu, notamment HP, Jet, Boozy, The Originator et Hawaiian Sophie. Jay-Z s'est retrouvé donc impliqué dans plusieurs battles avec le rappeur LL Cool J, qui est revenu récemment d'ailleurs avec un feat avec Eminem, nouvel album, etc. Très bon rappeur, soit dit en passant. Donc au début des années 90, 90, donc il s'est fait connaître du grand public pour la première fois sur le morceau Show and Proof de l'album Daddy Home de Big Daddy Kane. Voilà, et donc en 1994, si je me trompe pas, Jay-Z donc a été qualifié de Hype Man de Big Daddy Kane. Pendant cette période, bien que Kane explique qu'il n'a pas rempli le rôle traditionnel de Hype Man et qu'il faisait donc plutôt des apparitions sur scène, il dit quand je quittais la scène pour aller changer de tenue, je sortais Jay-Z et Positive K et je les laissais faire du freestyle jusqu'à ce que je revienne sur scène. Selon son deuxième couplet sur le titre 99 Problem, sorti en 2003, Jay-Z aurait été arrêté par un détective du NYPD, donc New York Police Department, en 1994, encore une fois si je me trompe pas, alors que donc il se rendait sur on va le dire en français, ça va être simple, 95, voilà, peut-être pour une recherche de drogue dans sa voiture. Des chiens de détection ont été appelés pour fouiller la voiture, mais une autre voiture de police s'était passée. Jay-Z a été relâché peu de temps donc après, et Jay-Z est apparu aussi donc tranquillement, donc il revient et donc il apparaît sur une chanson populaire de Big L dans Graveyard et sur Time to Bolt de Mick Geronimo, qui comprenait donc également les premières apparitions de ses anciens collègues de Murder ENC, Ja Rule et DMX en 1995, donc 1995. Son premier single de rap officiel était In My Lifetime, qui est sorti avec un clip accompagnant tranquillement, sorti en 1995. Bref, un clip donc vidéo inédit qui a également été produit pour la phase B, I Can't Get With That. Voilà. Bref, donc, sans label majeur pour lui proposer un contrat d'enregistrement, Jay-Z vend des CD gravés dans sa voiture. Et et avec Dame, Dash et Karem, Bix, Burke, voilà. Donc ils créent ensemble Rockefeller Records en tant que label indépendant en 1995, après avoir donc conclu un accord de distribution avec Priority. Jay-Z sort son premier album Reasonable Doubt en 1996 avec des beats de producteurs acclamés tels que DJ Premier et Super DJ Clark Kent. Le projet contient 15 titres et des feats comme Foxy Brown, Memphis Bleek, Big Jazz, Sauce Money et Melissa Morgan aussi, et son ami de longue date, bien sûr, Biggie. Logique. D'ailleurs, on le retrouvera assez souvent dans les featuring. On retrouve des titres comme Politics as Usual, Brooklyn's Finesse County in Life et Regrets. Ce projet est un réel classique sur beaucoup de points. Sur tous les termes, et je conseille vraiment d'aller écouter l'album. Voilà, il atteint donc la place 23 du Billboard 200 et est généralement apprécié par la critique. Cet album sera plus tard inclus dans les 500 plus grands albums de tous les temps de Rolling Stone au numéro 248 et atteindra finalement le statut de platine après avoir conclu un nouveau contrat de distribution avec Def Jam en 1997. Jay-Z sort donc son prochain album du nom de In My Lifetime Volume 1 avec donc en production Sean Combs, Puff Daddy, voilà, bref, on va pas trop en parler malgré qu'il fait partie de l'histoire du rap, mais bon. Voilà. DJ Premier et Ski, et il a obtenu donc le statut de platine aux États-Unis. Le projet contient 14 titres et des feats comme Blackstreet, Diddy, Lil Kim, Babyface, Foxy Brown, Sauce Money et Too Short, et il contient des titres comme
The City Is Mine, Lucky Me et You Must Love Me. Voilà, donc ça c'est donc les premiers projets dans la carrière de Jay-Z. En 1998, eh bien Jay-Z est de retour et sort Volume 2 Art Knock Life, qui donne naissance au plus grand succès de sa carrière à l'époque, Hard Knock Life, Ghetto Anthem, et donc il s'appuie davantage sur le flow et les jeux de mots, et il continue avec son penchant pour l'extraction de rimes de production populaire de l'époque, telles que Sweet Beats, un producteur interne de Rough Rider, et Timbaland aussi qui est présent. Voilà, parmi les autres producteurs figure aussi DJ Première, Eric Sermon et de 45 King, voilà, on va le dire en français c'est plus simple, et King Capri, enfin Kid Capri. Ce projet contient 14 titres et des feats comme Memphis Black, Da Ranjas, Big Jazz, DMX, Too Short, Amil, Ja Rule, Foxy Brown. On a aussi The Lox, Sauce Money, Benny Siegel. On a aussi Kid Capri et GD Surabaya. Le volume 2 deviendra finalement l'album le plus réussi commercialement de Jay-Z et il est certifié 5 fois platine aux États-Unis et s'est vendu à ce jour à plus de 5 millions d'exemplaires. On s'imagine pas, mais vraiment à cette époque-là, c'est quand même une dinguerie. Voilà. Bon, il n'y avait pas encore la crise du disque, mais c'est quand même une réelle dinguerie à ce niveau-là. Bref, l'album remporte un Grammy Award, c'est bien que Jay-Z ait boycotté la cérémonie pour protester donc contre l'échec de DMX à obtenir une nomination au Grammy et la décision de l'Académie de ne pas diffuser les catégories de musique urbaine en 1999. Bref, Jay-Z a collaboré avec Mariah Carey sur Heartbreaker, une chanson de son 7e album Rainbow. La chanson est devenue le premier hit parade de Jay-Z aux États-Unis, passant 2 semaines au sommet du Billboard quand même, c'est quand même beaucoup, le Billboard Hot 100. Et la même année, Jay-Z a sorti Volume 3, Volume 3, donc Life and Times of Ace Carter. L'album donc s'est avéré un succès, s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. Il contient 16 titres et des feats comme Amil, Benny Siegel, Mariah Carey et Juvenile, Memphis Black, Ujiki et Timbaland. Et donc, le 2 décembre 1999, Jay-Z, qui croyait que le directeur de la maison de disques, Lance Rivera, était derrière le bootlegging du volume 3, l'aurait poignardé. Donc, en gros, ce qui veut dire que il pensait en gros qu'il avait fait fuiter l'album, etc. Bref, on verra aussi au fur et à mesure du temps dans cette vidéo que il y a pas mal de choses. On apprendra vraiment avec le temps la vérité sur cette histoire-là. Bref, donc il l'aurait poignardé au Kit Kat Club, une boîte de nuit aujourd'hui disparue de Times Square, à New York lors d'une soirée de lancement de l'album Amplified de Q-Tip. Les associés de Jay-Z à la fête ont été donc accusés d'avoir provoqué une émeute dans le club que Jay-Z aurait utilisé comme couverture pendant qu'il poignardait Rivera dans l'estomac avec une lame de 5 pouces, soit 127 mm. Il s'est donc rendu à la police le soir suivant et a été placé en état d'arrestation, bien qu'il ait été rapidement libéré sous caution de, attention, quand même, c'est quand même beaucoup, 50 000 $. Lorsqu'il a été inculpé devant donc le tribunal pénal de Manhattan, fin janvier 2000, il a plaidé non coupable. Lui et ses avocats ont affirmé qu'il avait donc des témoins et des enregistrements vidéo prouvant qu'il n'avait pas été à proximité de Rivera au moment de l'incident. Néanmoins, il a plus tard plaidé coupable d'agression au 3e degré et a accepté une peine de probation de 3 ans. Donc voilà, rien de bien grave à ce niveau-là. Ça aurait quand même pu foutre Jay-Z dans la merde, mais l'avocat était bon. On va pas se mentir là-dessus, l'avocat était très bon. En 2000, Jay-Z sort de Dynasty Roc-La Familia, qui devait à l'origine devenir un album de compilation pour les artistes donc de Rockefeller, mais Def Jam on a décidé autrement et l'a transformé en album de Jay-Z. L'album a permis de faire connaître les nouveaux producteurs de talent tels que The Neptune, Just Blaze, Kanye à ce moment-là, donc qui était plutôt derrière les platines, enfin pas vraiment derrière les platines, mais plutôt à créer de la musique, etc., beatmaker, voilà. Et Bank aussi, donc voilà, qu'on retrouvera, donc qui ont tous connu un succès notable
ou succès planétaire. Donc voilà, Kanye par contre lui choisira tout autre chose comme de Neptune. Voilà, c'est Pharrell Williams et un autre qui était dedans aussi. Pharrell Williams on connaît, c'est un beatmaker en même temps, donc chanteur, rappeur, tout ce que tu veux. Et Kanye, bah lui, il choisira la voix du rap un peu plus tard. C'est également donc le premier album où Jay-Z utilise un son plus soul que ses albums précédents. The Dynasty s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Aux États-Unis seulement, ce projet contient 16 titres et des feats comme Benny Siegel, Memphis Bleek, Scarface, Snoop Dogg, R. Kelly. Oui, lui aussi était là, mais à ce moment-là, bon, R. Kelly n'avait pas tous ces problèmes derrière le dos qu'aujourd'hui on connaît. Lil Mo et Throwaway. Le projet contient des titres comme Change the Game, Hola et The Rock. En 2001, Jay-Z s'est exprimé contre Prodigy après avoir donc critiqué une phrase de Jay-Z dans Money Cash, Money Cash House, qui selon lui faisait donc allusion de manière désobligeante à la dispute de Mobb Deep et Prodigy, avec Tupac Shakur, Snoop Dogg et Death Row Records. Donc il a ensuite donc interprété la chanson Takeover au Summer Jams de 2001 qui attaquait initialement Prodigy et révélait des photos de Prodigy habillé comme Michael Jackson. Une phrase à la fin de Takeover faisait référence à Nas qui l'avait critiqué sur We Will Survive. Donc Nas a répondu avec une insulte de sa part et Jay-Z a immédiatement ajouté un couplet à Takeover qui insultait Nas et qui allait donc déclencher une petite guerre entre donc les deux rappeurs. Et la guerre a pris fin donc en 2005. Voilà, quand même, ça a duré un petit temps, pas grand chose, mais quand même. Et Jay-Z a déclaré que le producteur de disques Mark Pitts les avait aidés à régler leurs différends. Le 11 septembre 2001, Jay-Z sort son 6e album studio de Blueprint, donc qui est un classique. Réellement. On va s'en rendre compte qu'il a quand même écrit pas mal de classiques sur pas mal de choses. Bref, donc il reçoit une critique élogieuse du magazine hip-hop The Source. Écrit en seulement 2 jours, l'album se vend à plus de 427 000 exemplaires. Il débute à la première place du Billboard 200 et obtient la certification double platine par Recording Industry Association of America, la RIAA en gros. 4 titres donc sont produits par Kanye pour l'album en février 2012, donc l'album s'est vendu à 2,7 millions d'exemplaires. Dans le monde, en 2019, The Blueprint a été sélectionné par la Bibliothèque du Congrès pour être conservé dans la National Recording Registry pour donc être culturellement, historiquement ou esthétiquement significatif. L'album contient 15 titres et un feat avec Eminem à ce moment-là, qui venait lui aussi d'exploser dans le game rap US. À ce moment-là, il y a 1 an ou 2 ans un peu avant, avec Eminem. Bref, donc le projet contient des titres comme Takeover, Never Change et Renegade. Il sort donc le 18 décembre un projet du nom de Jay-Z Unplugged, un album live en direct tout fait via MTV, et contient 13 titres et des titres comme ISO, Heart of City et Art Knock Life. Bref, pas de featuring pour ce projet-là. En 2002, Jay-Z collabore avec R. Kelly. On va en parler, ça fait partie de l'histoire, malheureusement. Mais encore une fois, on rappelle, à ce moment-là, R. Kelly, il y a des rumeurs, mais il n'y a pas vraiment l'explosion qu'il y a eu dernièrement. Bon, même si ce gars, c'est un fils de à sa maman, même si j'insulte pas sa mère, on va quand même donc en parler. Ça fait partie encore une fois de la discographie de Jay-Z. Le projet sort le 19 mars 2002 chez Roc-A-Fella, Diceland, Def Jam, Music Group et Rockland Records et Juve Records. La production de l'album a été principalement donc assurée par R. Kelly et Pocong the Tone, mais comprend principalement comprend également donc la production de Megahertz et Charlemagne. L'album a débuté à la deuxième place du classement américain Billboard 200, se vendant à 223 000 exemplaires.
la première semaine. Malgré cela, l'accueil critique a été généralement mitigé. L'album contient 13 titres et des feats comme Beanie Sigel, Lil Kim et Devin the Dude. Il contient des titres comme Take You Home With Me, Naked et Shorty. Le projet n'est pas sur les plateformes de streaming. Voilà, je sais pas si ça a été un jour ou si ça a été supprimé après l'affaire R. Kelly. J'en sais rien. Voilà, à l'heure actuelle en tout cas, c'est pas sur les plateformes de streaming. En novembre de la même année, Jay-Z sort son 7ème album studio, The Blueprint 2 de Gift and Curse, voilà, un double album. L'album débute bien au Billboard 200 à la première place, se vendant à plus de 3 millions d'exemplaires uniquement aux États-Unis et surpassant The Blueprint. Il donne lieu à une réédition en un seul disque de Blueprint 2.1 qui conserve la moitié des chansons de l'original pour The Blueprint 2. Le projet contient 25 titres et des feats comme Biggie, Dr. Dre, Rakim, True Earth, Beyoncé, qui d'ailleurs Beyoncé fera leur première collaboration, faut le dire, Sean Paul, Latoya Williams, Big Boy, Killer Mike, Twista, Kanye, Lenny Kravitz, M.O.P., Beanie Sigel, Faith Evans, Scarface, Young Chris, Memphis Bleek, Freeway, Young Guns, P.D. Croc, Spards. On a aussi donc Rail et DJ Glue. Le projet contient des titres comme A Dream, Bonnie and Clyde, avec donc Beyoncé, et Blueprint 2 et donc aussi Show You How. L'autre projet n'est qu'une compilation, donc on va pas vraiment s'attarder dessus. Voilà, pas très intéressant à ce niveau-là, au niveau donc de ce projet. Après avoir visité la France, le sud de la France pour être plus précis, Jay-Z a annoncé travailler sur son 8ème album studio appelé The Black Album lors de l'ouverture du 40-40 Club, voilà, on va le dire en français, plus facile. Il est copropriétaire, donc voilà, pas copropriétaire totalement, mais copropriétaire à ce niveau-là. Et donc c'est un bar sportif haut de gamme qui a débuté à New York et c'est depuis étendu à Atlantic City et Chicago. Voilà, et il faut savoir que, on en parlera plus tard, mais il y en a un qui a fermé. Voilà, bref, il a travaillé avec plusieurs producteurs, dont Juice Blaze, The Neptune, Kanye, Timbaland, Eminem, voilà, et DJ Quick, et aussi 9TH Wonder, de Buchanan et Rick Rubens, et voilà, The Black Album s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires, voilà, tranquille, aux États-Unis. Le projet contient 14 titres, aucun featuring et des titres comme Anchor, Trade et Allure. Voilà, Allure, tout que tu veux. À savoir que ce projet est aussi donc fait en a cappella. Le projet est sorti le 14 novembre 2003 et le 25 novembre 2003, Jay-Z donne un concert présenté comme une fête de départ à la retraite. Et tu vas voir que des retraites, des retours, il y en a beaucoup. Je sais pas combien de fois le gars a pris sa retraite, mais il y en a beaucoup, pour finalement revenir. Voilà. Donc il donnera cette petite fête là tranquille au Madison Square Garden de New York, qui sera plus tard donc le sujet de documentaire de 2004, Fade to Black. Donc tous les bénéfices seront reversés donc à des œuvres caritatives. Parmi les autres artistes présents figurent des collaborateurs de Roots sous la forme de son groupe de soutien, Missy Elliott, Memphis Bleek, voilà, on retrouve aussi Beanie Sigel, Freeway, Mary J. Blige, Beyoncé, Twista, Ghostface Killah, Foxy Brown, Pharrell Williams et R. Kelly, avec des apparitions de Voletta Wallace et Afeni Shakur, les mères de Notorious Big et Tupac Shakur, respectivement. Revenons donc à 2003, car il s'est passé donc quelques trucs cette année-là, pendant une décennie. De 2003 à 2013, Jay-Z a apprécié son rôle de copropriétaire de l'équipe NBA de Brooklyn Nets, ayant payé $1 million pour sa part, dont la valeur a diminué à 350 000 $ plutôt. En avril donc 2013, selon l'évaluation de l'équipe par le magazine Forbes, il a encouragé le déménagement de l'équipe de Barclays Center de Brooklyn, du New Jersey,
au cours de la saison 2012 à 2013, date à laquelle donc l'équipe a pris le surnom de Brooklyn Nets. Lors de sa première retraite musicale, Jay-Z s'est impliqué dans la philanthropie. En 2003, donc, avec sa mère, Jay-Z a fondé la fondation Shaw Carter, qui aide donc les étudiants éligibles confrontés à des difficultés socio-économiques à aller à l'université et à terminer leurs études. Jay-Z est devenu le premier rappeur de l'histoire Redbook a fait donc promouvoir les chaussures de la société en signant un contrat de promotion 3 ans. Voilà, ensemble tranquillement. Il est ensuite donc apparu dans une collection Redbook de 2003, faisant la publicité de sa collection Ace Carter. Plus tard donc cette année-là, lui et son ennemi 50 Cent, ouais, ils s'entendent pas très bien, d'ailleurs même encore à l'heure actuelle, 50 Cent est un peu beaucoup sur ses côtes, sont apparus donc dans une publicité pour promouvoir leurs chaussures S. Carter et G-Unit pour la société, avec une chanson produite par Juice Blaze. Alors donc que Jay-Z donc avait annoncé sa retraite de la production de nouvel album studio, et bien divers projets parallèles et apparitions ont rapidement suivi. Voilà, la retraite des rappeurs, faut pas les croire les gars, c'est souvent faux. Booba en est la preuve, il est revenu lui aussi avec un nouvel album cette année-ci, malgré qu'il avait dit qu'il reviendrait pas. Voilà, plein de rappeurs disent qu'ils reviennent pas, ils reviennent toujours à un moment ou à un autre. Bref, parmi ceux-ci donc figurait un album de très gros succès, ainsi que la sortie et la tournée de Infinite Business, le deuxième album donc collaboratif entre Jay-Z et R. Kelly. Oui, un deuxième album, voilà. Bref, donc l'album a été promu par la tournée Best of Both Worlds, avec R. Kelly et Jay-Z interprétant des chansons de leur album solo, et commun, la tournée Best of Both Worlds a été remplie de tensions et d'accusations qui ont débordé lors du spectacle du 31 octobre où R. Kelly a été accusé de comportement erratique et a donc aussi aspergé de gaz lacrymogène. Voilà, il a donc été aspergé de gaz lacrymogène par un associé de Jay-Z. Jay-Z et le promoteur donc de la tournée ont alors banni R. Kelly de la tournée en invoquant un manque de professionnalisme. R. Kelly a répondu en poursuivant son partenaire et sa compagnie de tournée pour 75 millions de dollars pour rupture de contrat, entre autres le 2 novembre. Voilà, donc le projet contient donc 11 titres et des feats comme Memphis Bleek, Foxy Brown, Twista, Slick Rick et Duke E. Fresh. Il contient des titres comme The Return, Stop et Break Up. Voilà. En 2004, Jay-Z collabore avec Linkin Park. Voilà, pour laquelle ils sortent un EP de remix collaboratif Collision Course qui comprend des mashups de chansons des deux artistes ainsi qu'un DVD de concert. Le seul single de l'album est Numb, voilà, Numb encore, qui remporte un Grammy Awards pour la meilleure collaboration rap, chant, essai interprété avec Linkin Park en live au Grammy Awards, avec une apparition spéciale de Paul McCartney qui ajoute des couplets à la chanson Yesterday. Le EP s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires aux États-Unis et Jay-Z est le producteur exécutif de Raising Tide, le premier album de Ford Minor. Le projet parallèle hip-hop du rappeur donc de Linkin Park, Mike Shinoda. Jay-Z a également donc prévu de prendre sa retraite, encore une fois une nouvelle retraite en 2004. Revenons sur Collision Course. Le projet contient 6 titres et des titres comme Dirt of Shoulder, Big Bimpin, Gigawant, Nump, ISO, Point of Authority. Plus tard, Jay-Z donc a été nommé président de Def Jam Records, ce qui conduit Jay-Z, Dash et Biggs à vendre leur part restant à de Rockefeller, dans Rockefeller à Jay-Z, voilà, et donc Jay-Z à prendre le contrôle des deux sociétés. Apparemment, ce mouvement majeur donc de l'industrie a été motivé par des désaccords entre Jay-Z et Dash quand la direction de Rockefeller pourrait prendre à ce niveau-là. Bref, le 27 octobre 2005, Jay-Z
et à la tête d'affiche du concert annuel de Power. 105.1 à New York Powerhouse. Le concert est intitulé I Declare War. Et la semaine précédant l'événement, de nombreuses spéculations ont eu lieu sur l'identité de Jay-Z, comme il avait déclaré la guerre à d'autres artistes. Il l'avait critiqué dans d'autres événements. Beaucoup pensaient que le concert Powerhouse présenterait donc une attaque tout azimut de Jay-Z contre ses rivaux. Le thème du concert était la possession de Jay-Z en tant que président et directeur général de Def Jam, avec une maquette du bureau ovale sur scène. De nombreux artistes ont fait des apparitions, comme les anciens artistes de Rockefeller Records, ainsi que Neo, Terea Marie, T.I., Young Jeezy, Akon, Kanye, Paul Wall, The Lox et Diddy. À la fin du concert, Jay-Z a mis fin à de nombreux arguments à la surprise générale des fans de hip-hop. Voilà, le développement donc le plus significatif de ce spectacle a été donc à la fin donc la célèbre rivalité hip-hop entre Jay-Z et Nas. Les deux anciens rivaux se sont serrés la main et ont partagé donc la scène ensemble pour interpréter Dead President de Jay-Z, donc mélangé à la chanson The World Is You de Nas en 2005. Et bien Jay-Z est devenu investisseur aussi de Carol's Dogger, une ligne de produits de beauté comprenant des produits pour les cheveux et la peau et les mains. Voilà, et ça on arrive tout doucement aussi dans le côté business de Jay-Z. Jay-Z revient avec son album, voilà, avec un nouvel album de retour donc le 21 novembre 2006 intitulé Kingdom Come. Le single de retour de Jay-Z est Show Me Want You Goat, a fuité donc tranquillement sur internet. Voilà, le single qui fuite sur internet. Début octobre 2006 est donc prévu pour sortir plus tard dans le mois. A reçu une diffusion massive après la fuite, ce qui a donc poussé le FBI à intervenir et à enquêter sur ça. Voilà. Aujourd'hui, je pense que le FBI en a strictement rien à foutre. Parce que des fuites de sons, il y en a, mais ils ont enquêté sur une fuite de chansons. Il faut le savoir. Voilà. Alors, s'ils devaient enquêter sur le nombre de fuites de chansons de Playboi Carti, je pense qu'ils s'en sortiraient pas tellement il y en a. Voilà. Ça aussi, c'est quand même assez fou. Bref, donc la première semaine du projet, eh bien, s'est vue écouler à 680 ventes du projet, assez pour être sa plus grosse semaine de vente de tous les temps. Comme l'a rapporté Billboard, cet album s'est vendu à 2 millions d'exemplaires aux États-Unis. Le projet contient 14 titres et des feats comme Crystal Michelle ou Michael, voilà, John Legend, Usher, Pharrell Williams, Beyoncé, Sterling Sims, Chris Martins et Neo, qui lui lancera sa carrière à lui comme Ariana quand il était directeur chez Def Jam. Bref, donc Jay-Z sort son 10e album intitulé American Gangster le 6 novembre 2007 après avoir donc visionné le film de Ridley Scott du même nom, American Gangster, que je conseille fortement d'aller checker. Excellent film. Jay-Z est fortement inspiré pour créer un nouvel album concept qui dépeint de ses expériences en tant que personne qui vient de la rue en gros. Bref, l'album n'est pas la bande originale du film, voilà, bien qu'il ait été distribué donc par Def Jam. L'album American Gangster de Jay-Z dépeint sa vie en corrélation avec le film American Gangster, voilà, donc toute sa vie en gros de vendeur de crack, etc. T'as capté à ce niveau-là. Et donc, au début du premier single de l'album Blue Magic, Jay-Z propose un manifeste de delay, tout en faisant donc référence à des personnalités politiques à la fin des années 1980, avec la parole Blamez Reagan pour m'avoir fait découvrir un monstre, Blamez Oliver North et Iran Contra. J'ai fait de la contrebande qui sont sponsorisés avant ce truc de rime. On était en concert. Elle a également donc fait un clip de Blue Magic. Voilà, à ce niveau-là. Bref, donc à ce niveau-là, eh bien, l'album a donc été un tournant sur pas mal de choses à ce niveau-là, tournant dans la réponse de la culture pop américaine à la mondialisation. L'album s'est vendu à 1 million d'exemplaires aux États-Unis et donc le 1er janvier 2008, Jay-Z a démissionné de son poste de président de Def Jam.
eh bien le projet contient 15 titres et des feats comme Lil Wayne, Benny Siegel et Nas, et contient des titres comme American Dreamin', Sweet et See Hello. Bref, en hiver 2008, Jay-Z a été annoncé que Jay-Z eh bien, deviendrait le premier grand artiste hip-hop à être à la tête d'affiche du festival Glastonbury en Grande-Bretagne. Les billets se sont vendus rapidement. L'ancienne tête d'affiche Noël Gallagher d'Oasis a condamné donc les organisateurs du festival pour avoir choisi Jay-Z comme tête d'affiche d'un festival traditionnellement donc axé sur la guitare. Il dit: je suis désolé, mais Jay-Z a demandé Gallagher en jurant aucune chance. Glastonbury est une tradition de musique à la guitare, vous voyez ce que je veux dire. Et même quand il lance des balles courbes un dimanche soir, vous dites Kylie Minogue, je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez ce que je veux dire, mais je ne vais pas faire du hip-hop à Glastonbury. Pas question, non, c'est mal. Alors la controverse montait. Jay-Z a répondu: nous ne jouons pas de guitare Noël, mais le hip-hop a fait son travail comme n'importe quelle autre forme de musique. Ce concert, donc, en tête d'affiche, est juste une progression naturelle de la musique. Le rap est toujours en évolution. Nous devons respecter le genre de musique de chacun et aller de l'avant. Jay-Z a ouvert donc ce concert à Glastonbury avec donc une reprise ironique de la chanson emblématique d'Oasis, Wonderwall. Voilà. Je trouve que c'est une meilleure réponse au monde à ce niveau-là. Tu viens, tu débarques, tu chantes la musique de celui qui t'a attaqué. Bref, donc, il a continué à livrer donc une performance saluée comme une réponse réussie aux critiques d'avant donc le festival. En 2008, eh bien, il y a aussi son club de Las Vegas qui a été fermé et racheté par un hôtel. Après donc une baisse constante de fréquentation, donc le 40-40 club, voilà. Bref, donc, pas vraiment beaucoup de monde à ce niveau-là. Fermeture de ce bar-là. Cette même année, Jay-Z comme Beyoncé ont gardé un profil bas pendant leur relation et se sont mariés le 4 avril 2008, lors d'une cérémonie privée à Tribeca, New York. Leur relation donc est devenue publique le 22 avril 2008 et a également été la tête d'affiche de nombreux autres festivals, en parlant de Jay-Z à ce niveau-là, durant l'été 2008, notamment à Roskilde Festival au Danemark, à O Festival en Norvège, à O2 Wireless Festival à Londres et lors du concert de Kanye du 6 août 2008 à Madison Square Garden. Jay-Z est venu interpréter une nouvelle chanson qui lui et West ont proclamé donc qu'elle était sur Blueprint 3. Donc oui, ça annonce un nouveau projet. Donc voilà. Bref, le 21 mai 2009, Jay-Z a annoncé qu'il se séparait de Def Jam. Et avait conclu un contrat de plusieurs millions de dollars pour signer avec Live Nation, avec qui il lancerait son label Roc Nation, qui servirait de label de disques, d'agence de talent management et de société d'édition musicale, et c'est également associé à l'équipe de production Stargate pour lancer un label de disques appelé Starrock. Le 11e album studio de Jay-Z de Blueprint 3 devait initialement sortir le 11 septembre 2009, mais sortira le 8 septembre en raison d'une anticipation croissante. Par contre, pour l'international, l'album sortira le 14 septembre. C'est son 11e album. Atteindre la première place du Billboard 200 et a dépassé le record précédent d'Elvis Presley. Voilà, encore un nouveau record pour Jay-Z. Bref, faisons de lui donc le détenteur actuel du record d'artiste solo. Le 9 octobre 2009, Jay-Z lance sa tournée de Blueprint 3, au cours de laquelle il a soutenu son nouvel album en Amérique du Nord dans une critique de Shave Magazine de sa performance au Relax Place à Edmonton. Jake Tomlinson a déclaré que c'était le type de performance fluide que l'on attend d'une superstar donc du hip-hop. La critique a donné cette performance 4 étoiles.
Sa tournée nord-américaine s'est poursuivie jusqu'au 22 novembre 2009 lors de son concert du 8 novembre 2009 à Paulé Pavilion de Lukla. Rihanna l'a rejoint sur scène et a interprété Art pour la première fois, puis a interprété Run This Stone avec Jay-Z. Parmi ses succès, Jay-Z s'est aventuré dans la production de spectacles de Broadway avec Jada Pinkett et donc Will Smith. Jay-Z a aidé à produire donc la pièce Fela, une comédie musicale célébrant le travail de star nigériane Fela Kuti. Jay-Z donc a déclaré qu'il avait été inspiré par la puissance du travail de Kuti, par l'histoire de sa vie, ce qui l'a poussé donc à participer à la production de la comédie musicale Fela et l'histoire d'un pionnier africain et d'un activiste politique qui a fait donc ses premiers pas sur la scène dans les années 1970. Revenons donc à l'album auquel j'ai déjà parlé il y a quelques temps d'ici. Donc il contient 15 titres et des feats comme Luke Steele, Rihanna, Kanye, Alicia Keys, Jay-Z plutôt, Swiss Beats, Drake, J. Cole, Kid Cudi, Pharrell Williams et Mr. Hanson ou Monsieur Hanson. Bref, donc le projet contient des titres comme Thank You, Empire State of Mind et Young Forever. Empire State of Mind avec Alicia Keys qui sera un véritable hit à ce niveau-là. Bref, le 23 janvier 2010, Jay-Z sort un nouveau morceau du nom de Stand Date, en gros ça veut dire Haïti mon amour, avec Rihanna, Bono et The H de U2, et interprète au Téléthon Hope for Haiti Now. En juin 2010, Eminem et Jay-Z annoncent qu'ils se produiront donc ensemble dans une paire de concerts à Détroit et New York. L'événement est baptisé The Home et Home Tour. Et donc les deux premiers concerts se vendent rapidement, voilà, les tickets se vendent assez rapidement. Ce qui incite à programmer un spectacle supplémentaire dans chaque lieu. Jay-Z a l'acte de soutien de U2 lors de la partie australienne et néo-zélandaise de leur tournée U2 360 degrés qui débute à Auckland en Nouvelle-Zélande et en novembre 2010, suivi de Melbourne, Sydney, Brisbane et Perth en décembre 2010. Il a annoncé donc son intention d'étendre sa chaîne de bars sportifs 40 clubs à pas moins de 20 aéroports, rejoignant donc ses partenaires commerciaux Roc Nation, Marie et Femme, Yuan et Désiré Pérez dans le cadre d'un accord donc de Delaware North le 16 novembre 2010. Jay-Z donc a publié un mémoire intitulé Decoded. La mémoire a été donc co-signée par Drums Hampton, où il a été où il aborde donc pas mal de sujets, etc. Mais il aborde surtout une affaire très intéressante, l'affaire où il aurait poignardé la personne qu'on a déjà parlé. Un soir, donc, il dit: je suis allé à la soirée de lancement de l'album de solo de Q-Tip, et à un moment de la soirée, je suis tombé sur le type dont tout le monde m'a dit qu'il était derrière le bootleg. Alors je me suis approché de lui. Quand je lui ai dit que je le soupçonnais de m'avoir... à ma grande surprise, que je le soupçonnais à ma grande surprise, il est devenu très bruyant avec moi et au milieu du club. C'était étrange, nous nous sommes séparés et je suis allé au bar. J'étais assis là, genre, non putain, ce mec n'a pas... Je parlais aux gens, mais en fait, je parlais à moi-même, à voix haute, juste j'étais en gros sous le choc. Avant même donc de réaliser que je faisais ce que je faisais, je suis retourné vers lui, mais cette fois j'étais en train de m'évanouir de colère. Et donc la prochaine chose que j'ai su que l'enfer s'était déchaîné dans le club cette nuit, le type est allé directement à la police. J'ai été inculpé et il n'y avait aucune raison de mettre ma vie en jeu et la vie de tous ceux dépendant de moi à cause d'une perte de contrôle momentanée. Je me suis juré de ne plus me laisser retrouver dans une situation comme celle-là. Voilà, donc il est revenu là-dessus, tranquille. Pas grand-chose à ce niveau-là à savoir, mais bon, au moins aussi 2-3 petits trucs à ce niveau-là en plus. Jay-Z donc apparaît également sur scène lors de la représentation U2 de Sunday Bloody Sunday. Il annonce aussi Watch the Throne, un projet commun avec Kanye
À la base, c'était un EP qui finalement sera un projet. Les sessions d'enregistrement de l'album ont eu lieu dans divers lieux d'enregistrement et ont commencé en novembre 2010. Bon, ça faisait un petit moment en gros qu'ils travaillaient dessus. Le premier single sorti pour le projet était H.A.M. Le morceau a été donc coproduit par Lex Luger et West lui-même. Le morceau a fini par figurer sur l'édition deluxe de l'album, ouais parce qu'il y a une deluxe de l'album aussi. Et donc le deuxième single, Otis, a été donc diffusé pour la première fois sur l'émission de radio Hot 97, voilà on va le dire en français c'est plus facile, et Funkmaster Flex a ensuite donc publié le morceau sur iTunes Store, voilà 11 jours plus tard, tranquillement, et donc l'existence de la chanson ainsi que plusieurs autres morceaux de l'album ont été confirmés lors des sessions d'écoute organisées par Jay-Z. L'album a d'abord été donc publié sur iTunes Store donc 5 jours avant la sortie en format physique, et donc voilà, c'était une stratégie de Jay-Z, déclarant donc plus tard avoir utilisé pour bloquer une fuite sur internet, et a donc débuté la première place du classement iTunes Store dans 23 pays, c'est quand même beaucoup, on va pas se mentir. Il a également battu le record de Coldplay pour le plus grand nombre d'albums vendus en une semaine sur les détaillants en ligne, en vendant, et bien attention, 290 000 exemplaires sur iTunes uniquement. Il a conservé ce record jusqu'à ce que de Carter 4 de Lil Wayne, 21 jours plus tard, avec 10 000 exemplaires vendus de plus, il a débuté au classement américain Billboard 200 à la première place en vendant 436 000 exemplaires. Voilà, donc la première semaine, l'album a reçu des critiques généralement positives. Jay-Z et Kanye ont ensuite donné une performance surprise à Otis au MTV Music Awards de 2011. Et donc le projet contient 12 titres et des feats comme Frank Ocean, The Dream, Beyoncé, Otis Reading et Mr. Anderson. Et il contient des titres comme No Church in the Wild, Edward in Paris et Made America. Voilà, fallait en parler de In Paris parce que c'est vraiment un hit international, vraiment, c'est un truc de fou. Bref, donc le 5 avril 2011, Jay-Z a lancé le magazine en ligne Life Plus Times, consacré à la culture populaire et au style de vie. Il propose donc du contenu qui met en valeur ses goûts de haut de gamme, tranquille, voilà, et en matière de vêtements, d'appareils électroménagers et de voitures. La conception du site est esthétiquement destiné à la population masculine, jeune et en pleine ascension sociale, avec des articles liés au sport et à la musique, accompagnant ceux sur la mode et le design. Parmi les contenus musicaux, on a retrouvé la série Decoded, issue des mémoires de Jay-Z, donc voilà, du même nom, en mettant donc en scène des rappeurs sélectionnés, déchiffrant donc ses propres paroles lors du MTV Music Awards 2011. Beyoncé a révélé qu'elle était donc enceinte de leur premier enfant, leur fille, Blue Ivy Carter, qui est née donc à l'hôpital de Lenox Hills, donc à New York, le 7 janvier 2012. Bref, donc Jay-Z, après tout ça, donc a collaboré avec Emiya sur le single XXXO, qui a connu donc un certain succès et a été remixé par plusieurs producteurs du monde entier. En mai 2012, Jay-Z, l'ancien maire donc de Philadelphie, Michael I. Nutter, ont annoncé que Jay-Z serait le commissaire et la tête d'affiche du premier festival annuel Budweiser Made in America au Fairmount Park de Philadelphie. Le 1er et 2 septembre 2012, la performance a été produite par Live Nation et réunit une programmation électrice musicale, rock, hip-hop, R&B, musique latine et danse. Jay-Z et Rihanna étaient les deux principaux têtes d'affiche du festival de musique Hackney Weekend de 2012 et BBC Radio 1 du 23 au 24 juin 2012 aussi.
Jay-Z a ouvert donc son set avec une apparition de Rihanna et ont interprété Rolling Stone. Le 6 septembre, Click est sorti, son single de l'album Cruel Summer par Good Music, Kanye plutôt, donc, et Big Sean ont joué aux côtés de Jay-Z sur le morceau. Jay-Z a pris donc le métro pour se rendre à son spectacle à guichet fermé au Barclays Center le 6 octobre 2012. Le 12 novembre 2012, Coldplay a annoncé qu'il jouerait avec Jay-Z au Barclays Center de Brooklyn le 31 décembre et donc le 23 septembre 2010. Q-Tip a confirmé travailler sur l'album suivi de Jay-Z après Blueprint 3, affirmant que l'album devait sortir dans les magasins au printemps 2011. En mai 2012, il a été annoncé que Jay-Z travaillait sur de nouveaux morceaux avec donc le producteur de Roc Nation, Jalil Beats. Beats a déclaré au magazine XXL: Jay-Z et moi avons fait des allers-retours, il a choisi quelques-uns de mes morceaux sur lesquels il travaille. Je ne veux même pas trop en dire, sur Jay, mais nous travaillons certainement sur des trucs. Je ne lui ai même pas envoyé un tas de bits. Je lui ai envoyé mes trucs préférés et il m'a répondu tout de suite du genre yo, je vais y aller ou j'aime ça. L'album a été nommé l'un des albums les plus attendus de 2013 par Complex Magazine, MTV et XXL. La production sera assurée par Jill Beats, Kanye, Rick Rubin, Sweets, Timbaland et Pharrell Williams. Jay-Z a également fait une apparition sur le single de retour de Justin Timberlake, Sweet et T.I. de son troisième album studio, du nom de 20 Experience. La chanson elle-même a été produite par Jay-Z et l'ami commun de Timberlake, Timbaland. Timberlake et Jay-Z sont donc lancés dans une tournée Legend of Summer Stadium Tour en co-tête d'affiche. Bref, lors du 5e match de la finale de NBA de 2013, Jay-Z a annoncé son deuxième album studio, Mania Carta Holy Grail, qui est sorti le 4 juillet 2013. Peu après, donc, Jay-Z a confirmé que le trait d'union de son nom de scène serait donc laissé de côté et officiellement stylé en lettres majuscules. Mania Carta Holy Grail a débuté à la première place du Billboard 200 et s'est vendu à 528 000 exemplaires la première semaine, ce qui a dépassé ses débuts prévus dans la fourchette à 350 000 voire 400 000 exemplaires. En décembre 2013, il a été donc annoncé que Jay-Z avait reçu 9 nominations aux Grammy Awards de 2014. Tranquille. Bref, donc plus que tout autre artiste, Jay-Z est apparu sur donc le 5e album éponyme de sa femme Beyoncé, avec une participation sur la chanson Drunk in Love. Ils ont interprété cette chanson ensemble lors de la 56e cérémonie annuelle du Grammy Awards. La chanson de l'album qui l'accompagne remporteront plus tard 3 Grammy Awards, dont celui de la meilleure performance R&B lors de la cérémonie. 2015-2016, il a remporté un procès pour la chanson Mad America avec Kanye, parce que oui, petit problème juridique, ça arrive de temps en temps. Et Kanye avec Frank Ocean aussi, contre Joel McDonald. Voilà. Revenons donc sur le projet qui contient 16 titres et des feats comme Justin Timberlake, Rick Ross, Frank Ocean et Beyoncé. Le 18 avril 2013, Jay-Z a annoncé donc officiellement sur son site Web Life plus Time dans un communiqué de presse qu'il renonçait à sa participation dans Brooklyn Nets. Les actions ont finalement été donc vendues au chanteur, rappeur, acteur et entrepreneur Will Pan. Bref, donc faisant en gros de Pan le premier américain d'origine taïwanaise à posséder une franchise sportive professionnelle américaine. Jay-Z a cité le passé sportif de Pan. Il était donc capitaine de l'équipe de basketball de son lycée et a joué à l'université. Sa multitude de styles musicaux, son influence dans sa communauté taïwanaise américaine et son sens des affaires et son portefeuille, notamment en tant que fondateur, directeur général de la société logicielle
Camingo Media est cofondateur de la boutique de streetwear NPC, du nom donc en gros de New Project Center, comme raison du succès de son offre le 2 avril 2013. ESPN plutôt donc a annoncé que Jay-Z prévoyait de lancer sa propre marque d'agent sportif, Roc Nation Sport. D'ailleurs, je sais qu'il a signé Lukaku. Voilà, petit truc en plus. Donc, il se consacre sur la représentation de divers athlètes professionnels. Le groupe de gestion sportive est un partenaire avec Creative Artist Agency, en conjoint avec le lancement de l'agence. Le joueur de deuxième but de Yankees de New York, Rambiso Cano, a quitté l'agence Scott Boras pour signer dans la société de Jay-Z. A également mentionné Jay-Z que Jay-Z donc lui-même prévoyait de devenir un agent sportif certifié, d'abord dans le baseball, puis éventuellement dans le basketball et le football, afin de représenter des clients dans le basketball. Il devra donc abandonner sa petite part des Brooklyn Nets en septembre 2013. Sa participation dans Barclays Center a été vendue pour 1,5 million de dollars. Jay-Z a déclaré que la plus grande forme de don de celle est celle donc d'un anonyme. Voilà, un anonyme. Voilà, d'un anonyme à un anonyme. En 2013, donc, l'auteur de Dream Hampton, qui coécrit le livre de Jay-Z Decoded, a révélé que Jay-Z avait créé un fonds fiduciaire pour les enfants de Sean Bale. Bref, donc, en 2014, Jay-Z investit 200 millions de dollars dans la campagne Armand Brignac, détenue à l'époque par Sovereign Brunt, une société de vin et spiritueux basé à New York, pour une participation de 100%, ce qui donc fait la deuxième acquisition de produits alcoolisés pour son portefeuille d'investissement financier. La marque est connue pour sa popularité auprès des artistes de renom, comme étant la bouteille en or souvent mentionnée dans les médias. Ses liens avec l'entreprise remontent à 2006. Il a reçu des millions de dollars par an pour son association avec Armand de Brignac, avant d'acheter donc l'ensemble de l'entreprise. En janvier 2015, après avoir donc été contacté par le webzine plutôt de DJ animateur radio Funkmaster, Flex a révélé donc qu'il avait été contacté en 2013 par un article sur une application numérique et avait donc créé à l'époque et a affirmé donc que les informations avaient plutôt été utilisées pour l'aider au lancement de l'application Mania Carter Samsung pour la sortie de l'album de Jay-Z du même nom. Mais donc il dit j'ai été d'accord avec ça et j'ai mangé tout ça, tout le monde est las des péchés, a expliqué Flex à Vibe. En 2015, Jay-Z a finalisé l'acquisition pour 56 millions de dollars d'Aspiro, une société norvégienne de technologie de médias qui exploite les services de streaming musical et par abonnement Tidal, en activité depuis octobre 2014. Eh bien, les services de musique ont été acquis par l'intermédiaire de la société Project Panther Bigdo Ltd, une entité donc détenue indirectement par Carter Enterprise de Jay-Z, une société donc détenant des participations dans des sociétés internationales de premier plan dans le domaine de la musique, des médias et du divertissement. Le service de musique combine des vidéos audio et des vidéos musicales, avec donc des éditoriaux organisés. L'idée donc principale du service est de ramener des sources de revenus importants aux artistes eux-mêmes, donc car l'idée de la plateforme de streaming appartenant à des artistes ont été donc énoncée comme visant à restaurer la valeur de la musique en lançant donc ces services appartenant à des artistes. Jay-Z est actuellement un actionnaire donc majeur de la société. En juillet donc 2015, eh bien Jay-Z a réalisé encore un nouvel investissement important dans JetSmarter, une application permettant aux utilisateurs de réserver des vols privés en avion d'affaires. Voilà, et l'application a été créée par Sergei Petrosov. Jay-Z donc a un don pour enflouer les manifestants et arrêté en 2015 lors de leur militantisme contre la brutalité policière. En 2016,
eh bien, il a signé un contrat exclusif de 2 ans avec, attention, Weinstein Company. À ce moment-là, Weinstein n'était pas vraiment dans les affaires. Connu, voilà. Bref, donc pour le cinéma et la télévision, ce qui donne la possibilité de créer des projets télévisés et cinématographiques scénarisés et non scénarisés. Et ces projets étaient en cours de réalisation dans le cadre de son contrat avec Weinstein Company. Et donc il a produit une série documentaire sur la vie de Kalief Browder, emprisonné pendant 3 ans, qui donc s'est suicidé à sa sortie. Il a également donc abordé le profilage racial et la brutalité policière de manière consciente. Bref, donc, après tout ça, début juin 2017, des têtes d'affiches ont été, donc des affiches ont été affichées à New York, à Los Angeles aussi, et à des bannières publicitaires ont été placées sur Internet pour promouvoir un projet lié à Tidal, intitulé 4.44. Voilà, une publicité donc qui tease. Teaser a été donc diffusé pendant la finale de NBA le 7 juin avec acteurs Mahershala Ali, Lupita Nyong'o, j'espère que j'ai mon là-dessus, et Danny Glover, dans une vidéo d'1 minute se terminant par 4h44 en gros. Bref, donc à ce niveau-là, c'est en gros une exclusivité de Tidal. On ne sait pas plus. Voilà, tout le monde se pose un peu la question, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc le 18 juin, le projet a été confirmé comme étant un nouvel album de Jay-Z. Et un clip comprenant une chanson intitulée Adnis a été donc publié sur la page YouTube de Sprint. Donc voilà, 4h44 donc a été officialisé. Voilà, c'est bon, on connaît maintenant la personne derrière tout ça. Et donc cet album-là est sorti via Roc Nation et Universal Music Group en exclusivité pour les clients Sprint et Tidal. L'album est le premier d'une série d'exclusivités musicales prévues dans le cadre de partenariat Sprint-Tidal pendant une courte période. Le 2 juillet, l'album a été mis en disposition en téléchargement numérique gratuit sur le site Tidal. Une édition physique est sortie le 7 juillet, comprenant 3 titres supplémentaires. Le même jour, donc, l'album a été mis à disposition sur d'autres plateformes de streaming, telles qu'Apple Music, Google Play Music et Amazon Music. L'album a été largement acclamé par la critique qui a salué son contenu émotionnel et personnel. Le 5 juillet, l'album a donc été tranquillement certifié donc disque de platine par la RIAA en reconnaissance du million d'exemplaires achetés par Sprint et offert aux consommateurs en téléchargement gratuit. Il a débuté la première place du Billboard 200, ce qui en fait donc le 13e album studio consécutif de Jay-Z à se classer en tête du classement du Billboard. Je rappelle quand même, 13 albums, numéro 1 à chaque fois. C'est une dinguerie. Tout ce que ce mec touche, il réussit. C'est quand même une grosse dinguerie à ce niveau-là. Bref, donc, l'album a donné naissance à 2 singles, la chanson du titre 4h44 et Bomb, ainsi que plusieurs clips réalisés par divers collaborateurs de renom. L'album donc a reçu une nomination aux Grammy Awards pour l'album de l'année, tandis que la chanson titre a été nommée par la chanson de l'année de Story of OG et a donc été nommé par le disque de l'année lors de la 60e cérémonie annuelle des Grammy Awards. Le projet contient 10 titres et des feats comme Gloria Carter, Frank Ocean, Beyoncé et Damian Marley. Et donc le 18 juin 2017, le père de Beyoncé, Matthew Clow, a confirmé qu'elle avait donné naissance à des jumeaux avec Jay-Z, une fille nommée Rumi et un garçon nommé Sir. Dans les mois suivants, Sir ou Sir, voilà. Dans les mois suivants, donc ils ont acheté une maison à 88 millions de dollars dans le quartier de Bel Air à Los Angeles. Bref, là on va arriver dans une période un peu plus calme, on va dire, pour Jay-Z après tout ça. Voilà. Bref, le 6 juin 2018, Jay-Z et Beyoncé ont donné donc un coup d'envoi de la tournée On The Run et à Cardiff, donc voilà, au Royaume-Uni. 10 jours plus tard, lors de leur première présentation à Londres, le duo a dévoilé Everything Is Love, leur album studio commun, en commun, donc très attendu, crédité sous le nom de Carter. Voilà, pour le trouver, vous tapez de Carters.
sur internet, vous le trouverez assez facilement. Le duo a également donc publié le clip du premier single de l'album, Face It, sur la chaîne YouTube officielle de Beyoncé, et donc la chanson a remporté 2 prix sur 8 nominations aux MTV Video Music Awards 2018. Le projet contient 9 titres, aucun featuring, et des titres comme Summer, Friends et Love Happy. 2019, pas vraiment de trucs sur lui. De toute façon, tout le monde connaît, entre 2019 et 2020, c'est le Covid. Voilà, et il n'y a pas vraiment d'activité au niveau de Jay-Z. Donc voilà, pas grand chose à ce niveau-là. En mars 2020, par contre, Jay-Z a fait don d'$1 million pour l'intermédiaire de la fondation Shaw Carter pour contribuer au secours pendant donc la pandémie du Covid-19 à New York. En août 2020, Roc Nation de Jay-Z s'est associé à l'université de Long Island de Brooklyn pour créer la Roc Nation School of Music, Sport et Entertainment. En novembre 2020, il a donc annoncé que Jay-Z rejoindrait TPCO Holding Corp, une société de produits à base de cannabis nouvellement créée dans le rôle de Chief Visionary Officier. Bref, donc en 2021, Jay-Z a été intronisé au Rock'n'Roll Hall of Fame avec son collègue rappeur LL Cool J, voilà, qui a été également donc apparu sur la chanson Jay de l'album Donda de Kanye West aussi, par la même occasion. En 2021, donc, qui a remporté le Grammy Awards de la meilleure chanson rap lors de la 64e cérémonie annuelle du Grammy Awards sur la chanson Love All de l'album Certified Lover Boy de Drake en 2021. Le 5 décembre 2022, Jay-Z et Roc Nation ont annoncé donc leur partenariat avec Caesar Entertainment pour construire et exploiter un casino à Times Square. En 2022, son premier long métrage fut une collaboration avec le rappeur Pusha T, Nick et Rust avec Pharrell Williams de l'album de Pusha T, It's Almost Dry. Sur le long métrage fut suivi d'une apparition de 4 minutes sur le titre de l'album de DJ Khaled, Good Teeth. Il a également donc reçu le Primetime Emmy Awards pour la meilleure programme de variété en direct en tant que producteur de spectacle de la mi-temps du Super Bowl de cette année-là. En 2023, le couple a acheté une maison à Malibu en Californie, conçue par l'architecte Tadao Ando pour $200 millions. Elle a établi donc un record pour la résidence la plus chère vendue en Californie. En 2023, donc, Rivera a déclaré que Jay-Z avait menti et n'était pas celui qui l'avait poignardé. Donc retournons quand même quelques années en arrière. Donc c'était pas lui qui l'avait poignardé. Voilà, non, Jay-Z n'est pas le gars qui m'a poignardé. Cette nuit-là, ça n'a jamais été son histoire. Point. Donc nouveau rebondissement dans l'affaire. Truc de fou. On retourne quand même plus de 20 ans en arrière. Aujourd'hui, en 2024, eh bien, il y a pas mal de choses. Il y a déjà pas mal de choses. Et des rumeurs d'un nouvel album a circulé. Maintenant à voir, car rien n'est officiel. Voilà, mais à ce niveau-là. Par contre, eh bien, il est rentré dans une petite guerre qui, j'espère, ne prendra pas plus d'ampleur, car pour le Super Bowl, eh bien, c'est lui qui choisit avec sa société Roc Nation, voilà. Et donc, il a choisi Kendrick Lamar à la place de Lil Wayne. Or, le Super Bowl de 2024, enfin 2025 plutôt, se passe à la Nouvelle-Orléans, d'où vient justement Lil Wayne. Ouais, ce qui a pas plu à Birdman, voilà, qu'il a très mal pris, Lil Wayne, ou même Nicki Minaj, qui l'a très mal pris aussi, Lil Wayne, blasé à mort. Bref, donc à voir jusqu'où ira tout ça. Voilà, on espère pas que ça va tirer. Voilà. Bref, en 2024, une autre affaire aussi est venue rajouter un peu de l'huile sur le feu. Il faut en parler bien sûr, ça fait partie de l'histoire. L'affaire Diddy. Là alors, pour ceux qui ne savent pas, Diddy vient de tomber pour des affaires bien sombres comme Trafic S et bien d'autres durant ces soirées personnalités, enfin plusieurs personnalités donc ont participé. Pour le moment, on ne connaît pas tous les noms qu'il y a eu là-dedans, voire aucun nom de la deuxième soirée, parce que bon, voilà, il y a des suppositions dont actuellement Jay-Z, que vous le vouliez ou non, voilà, bah clairement aujourd'hui il n'a pas été arrêté par le FBI ni la police. Voilà, il faut savoir donc qu'il y a deux types de soirées. La première partie où c'était
safe, on va dire. Et la deuxième partie où là, ça commence à partir dans tous les sens. Voilà, des photos de plusieurs personnes ont fuité d'ailleurs, où l'on voit Leonardo DiCaprio. Alors personnellement, je dis bien personnellement, lui, je serais pas étonné de savoir, de le retrouver dans cette histoire-là. Le gars, on le connaît pour son penchant des filles jeunes. À partir d'un certain âge, il est dégage en disant qu'elles sont trop vieilles. Alors lui, ça m'étonnerait pas. Qu'il soit dans cette affaire-là. On retrouve Alia aussi. Elle, ça fait quand même 2 fois qu'on la retrouve dans avec des prédateurs. Celui avant, c'était R. Kelly. Voilà. Du côté français, ouais, on en a quand même un qui a été photographié. Booba. Voilà. Là, changement d'ambiance d'un coup, voilà. Bref, Booba qui lui a fait des déclarations très, très suspectes, très bizarres. On dirait même qu'il sait des trucs. Personnellement, ça m'a un peu glacé le sang. Alors, est-ce que c'est un truc totalement pour faire parler ou pas? J'en sais rien. En tout cas, là, Booba, c'est pas non plus la première fois qu'il y a des gens qui parlent comme quoi il fait des bails un peu chelous. Il y a des trucs, si je me souviens bien, c'était à Dakar à l'époque où il y avait des suspicions qu'il avait fait des trucs un peu chelous. Voilà, bref, à voir. En tout cas, j'espère que Booba est pas dedans non plus. Ça serait quand même assez chaud. Usher, qui a été aussi photographié, et bien d'autres. Mais encore une fois, cela veut pas forcément dire que les gens qui ont été pris en photo, voilà, sont dedans. Il y a des premières soirées, voilà, ils ont peut-être participé aux premières soirées avant de participer, certains, à la deuxième partie de la soirée. Dans tous les cas, moi personnellement, je laisse faire le FBI et la police. Et si Jay-Z est dans l'histoire comme Beyoncé sont dans l'histoire, eh bien, ils iront en prison. Voilà. Et j'espère qu'ils auront une grosse plainte dans la gueule, parce qu'ils le mériteront à ce moment-là. Ça fait quand même quelques années, de toute façon, qu'il y a pas mal de gens qui veulent la chute de Jay-Z comme Beyoncé. Il y a juste à le remarquer sur Internet, etc. Il y a beaucoup de gens qui leur inventent des trucs, une vie, etc. Genre sataniste, etc. Bref, ça part en couille à ce niveau-là, on va pas se mentir. Donc voilà, mais par contre, s'ils sont réellement dans les affaires du Didi, à ce moment-là, oui, ils méritent totalement la prison. Voilà, et clairement, ce serait quand même assez chaud. À ce moment-là, en plus, ça mettra encore une grosse tâche sur le rap. Déjà qu'il y a pas mal de gens hors rap qui critiquent beaucoup le rap, etc. Ça remettra encore une nouvelle tâche au niveau du rap. Voilà, là, cette fois-ci, le rap aura encore une nouvelle réputation d'avoir beaucoup de pointeurs, etc. De prédateurs complètement fous, etc. Donc voilà, alors j'espère juste que Didi est dans ses délires avec d'autres gens, mais pas vraiment beaucoup de rappeurs ou autres. Voilà, j'espère aussi que Jay-Z pas dedans, ça serait bien aussi, malgré qu'il y a beaucoup de doutes, etc. Mais dans l'ensemble, encore une fois, je laisserai faire le FBI faire son enquête. Fallait en parler, ça fait partie de tout ça, ça fait en ce moment partie un peu de l'histoire de ce qui se passe avec Didi. Donc voilà, fallait en parler, c'est logique que j'en parle dans cette vidéo. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié l'histoire de Jay-Z. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement, pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, ciao ciao.